Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Invité spécial. Invité spécial s'adresse aux ambassadeurs présents ici en Algérie, mais les ambassadeurs aussi de l'Algérie à l'international. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Madame Nadia Chabani. Madame Nadia Chabani, bonjour. Bonjour. Alors, Madame Chabani, pour nos téléspectateurs, vous êtes une ambassadrice, une femme, on va dire, dans la culture algérienne, qui construit les maisons. C'est assez spécifique. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler et vous présenter, s'il vous plaît? Je suis architecte depuis juin 84, ça fait quand même longtemps. J'ai eu une maîtrise en 87 en Angleterre et depuis j'ai enseigné à l'EPO et j'ai travaillé beaucoup avec mon père jusqu'à mon défunt père, Allah yarhamou, jusqu'à 2007. Mais en 1994, j'ai ouvert mon propre bureau d'études et j'ai travaillé plusieurs projets à l'échelle nationale. Jusqu'à ce jour. Alors, on a dit, vous avez directement introduit aux téléspectateurs la notion justement du paternel. Ça veut dire que c'est dans la famille. Oui. Alors, on rappelle que c'est Monsieur Chabani El-Wardi qui était aussi à la tête de la CAP. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bon, mon père, c'est mon père et c'est aussi mon enseignant et mon patron. Ça a été bon. J'ai eu la chance d'être un de ses employés aussi et d'apprendre beaucoup de son parcours. Et aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que des hommes pareils, ils se font rares. Et lui, quand il décide quelque chose la veille, le lendemain, il y a la bétonnière et la grue qui sont là. Alors, on rappelle que, originaire de la région de Betna, oui. Aris, plus exactement. Mon père de Tkout. De Tkout. Encore plus loin. Encore plus loin, donc j'ai eu l'honneur de visiter, de réaliser un reportage à l'époque. Et qu'aujourd'hui, parmi les constructions, il y a eu donc, en Algérie, il y a eu au niveau international aussi. Oui. Je crois. Mais en tous les cas, tous nos amis connaissent la cité Chabani. Oui, la résidence. La résidence Chabani. Oui, oui, c'était un projet de fin de carrière pour mon père et pour moi c'était un projet de début de carrière puisque j'étais sur le terrain là-bas en 1987 et c'était le départ de cette résidence et j'ai appris mon métier presque là-bas. C'est un projet qui a vécu plusieurs événements de l'histoire de l'Algérie parce que c'était une période assez délicate où l'urbanisme était difficilement gérable aussi. Mais le projet en lui-même, il était tellement ambitieux, il voulait tellement faire de belles choses et en faire un projet d'envergure par rapport à la promotion immobilière qui venait de naître, parce que c'est aussi le premier qui a lancé la promotion immobilière, l'un des premiers en Algérie. Donc il en a fait un rêve, mais au cours de ce parcours-là, à un moment donné, il y a la santé qui est là et puis le projet a pris un arrêt. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on a réussi ce projet. Alors, il fallait dans la qualité de l'espace. Il y avait deux défis. Oui. Le premier défi, c'était d'offrir à la clientèle algérienne. Ce n'est pas toute la clientèle, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, que la résidence Chabani est dans une des résidences les plus luxueuses d'Alger. D'ailleurs, même le siège de la Sonatrach est à côté. Non, je dirais moi, non, au départ, c'était pas l'objectif n'était pas celui-ci, puisque au niveau de la résidence, il y a des enseignants, il y a des professeurs, il y a des cadres des établissements publics. Donc, le logement il y avait des possibilités pour acquérir le logement sans pour cela. Et c'est devenu avec le temps un quartier où sa valeur a augmenté au fur et à mesure. Mais au départ, non. Au départ, moi, je me rappelle, ma voisine, elle était enseignante, mon voisin était un cadre dans un établissement public, et ils ont fait un crédit à la CNEP, ils ont fait un petit versement, et je me rappelle, Allah yarhamou, mon père a dû patienter pour les versements, et ça s'est fait comme ça, tout doucement. C'est à la fin des années 98 où il y a eu un boom
où la valeur de ce logement-là, parce qu'il présentait des surfaces plus importantes et que les surfaces dans d'autres projets étaient plus petites et tout, donc il y a la valeur du terrain et la valeur du logement qui a augmenté, et c'est comme ça que cette résidence-là a pris une valeur différente. Mais à la base, c'était adressé à tout le monde. Mais en tous les cas, voilà, ça veut dire qu'un projet qui était adressé, comme il a été bien fait, bien pensé, aujourd'hui a pris de la valeur. Et donc, on peut dire que dans le monde, on le sait, l'immobilier reste la valeur refuge et l'investissement aussi. Oui. Donc, ça, il faut être visionnaire seulement. Tout à fait, être visionnaire et voir à long terme. Car on peut dire 80% des constructions, je vais dire, qui ont une valeur sur Alger, datent de l'époque coloniale. Oui. La Casbah a malheureusement disparu alors que c'était des beaux quartiers. Comme on voit au Maroc, les riads reprennent de la valeur, mais ici, notre Casbah n'est pas valorisée. Non, la Casbah, elle a pris une chute. Moi, je dirais que ça va être très difficile de... Je ne sais pas. Il faut parler vraiment aux spécialistes de la Casbah pour voir comment reprendre ça. Par contre, il est temps de s'occuper du patrimoine moderne et du patrimoine colonial. Quand on parle du patrimoine colonial, mais c'est un patrimoine, moi je dirais plus dans l'histoire, c'est un patrimoine de l'architecture moderne, et en prendre soin et le conserver, puis le revaloriser. Justement, alors par rapport à la Casbah, on félicite les jeunes qui ont pris l'initiative de nettoyer la Casbah, et donc qui se sont retroussés les manches et qui sont descendus pour offrir des espaces verts au sein de la Casbah. Ouais. Deuxième chose, nous rappelons que la Casbah est aussi un patrimoine inscrit à l'UNESCO. Oui. Donc ça veut dire depuis que longtemps. Depuis longtemps. Et puis on salue aussi le maire de la Casbah qu'on a eu l'honneur de recevoir et qui justement ne targue pas d'éloges par rapport. Alors le deuxième défi qu'il y avait, on connaît qu'en Afrique ou en Espagne, quand il y a des pluies, il y a des inondations, la résidence Chahbani est justement dans un cours d'eau. Comment a été pensé le projet pour ne pas risquer ou avoir des problèmes par rapport à des inondations futures? Il faut toujours réfléchir à un projet par rapport à son environnement, par rapport à sa ville, pas en tant qu'unité indépendante. Le projet en lui-même, quand il a été réfléchi, je me rappelle, il y avait à la base, je vais être directe, on disait tout le temps comment ça se fait on disait à mon père, mais ce oued-là, il y a les grands entrepreneurs et les grands architectes ont toujours bien su s'intégrer le long de l'oued. Moi, mes ancêtres l'ont fait à Roufi. À Roufi, les maisons se sont collées dans les montagnes et il y a la rivière du balcon de Roufi qui longe ces constructions tout au long. Donc au niveau de la résidence Chahbani, cette dimension de l'oued a été protégée et l'aqueduc a été conservé. Donc s'il y a des écoulements très forts d'eau, de pluie, ces écoulements-là, le tronçon de l'oued, il n'y a aucun obstacle qui gêne. La seule chose, c'est que les gens, les APC, ne nettoient pas les regards. Le nettoyage de regards est très très important et il se fait chaque saison. Les gens jettent leurs poubelles. Il y a une copropriété à gérer. Et c'est ça qui est le problème majeur, pas seulement de cette résidence, mais en Algérie en général. Il n'y a pas un règlement de copropriété clair, il n'y a pas des gestionnaires, des administrateurs de biens qui vont à l'intérêt du quartier. Il y a des gestionnaires de biens qui font des gardiens pour ramasser de l'argent. On ne ramasse pas de l'argent. On s'occupe des espaces verts, on s'occupe de l'entretien des trottoirs, on s'occupe de l'éclairage. On ne fait pas des barrières. La ville, tout ce qui appartient à la ville doit vivre, c'est pour le citoyen. On n'a pas à faire de ce quartier-là une limite comme on l'a fait à Club des Pins ou ailleurs avec des barrières. Non. On a un ministère, il appartient à la ville. Nous, on appartient à la ville. Cette ville, ce quartier-là appartient à la ville. Il doit vivre, il doit fonctionner avec la ville. Il faut que l'APC gère le trottoir, gère la rue, gère les regards
de ce quartier-là, comme elle le fait ailleurs. Alors, on doit dire que quand même aujourd'hui, avec Monsieur Le Wali, qui est à la tête d'Alger, il y a un grand projet donc, pour Alger, il y a un grand financement qui a été attribué. Là, on a vu aussi le président de l'APC, M. Battache d'Alger, qui parle aussi d'investir dans des communes voisines qui n'auraient pas les moyens d'investir dans le logement ou dans la construction immobilière et que eux ont la capacité. Donc on espère vraiment que la nouvelle perspective, le développement de cet Alger, Icosium comme on l'appelait à l'époque, sera bénéfique. Je reviens par rapport à l'architecture, parce que vous avez dit un point qui est essentiel. Il faut qu'il y ait ces gestionnaires. Quand on va en Europe, cet adage qui disait « habille-toi comme les autres et mange ce que tu veux », ça veut dire que la vitrine des maisons doit être conforme. Il ne peut pas y avoir un château au milieu de vieilles villas coloniales qui sont en train de s'écraser. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Alger. C'est que toutes les maisons coloniales sont rachetées, détruites, pour construire à côté, ça dépasse aussi les normes. Ça veut dire qu'il y a des 4 étages, alors que les villas coloniales étaient R+1. Chez vous, à la résidence, l'ensemble immobilier a de la valeur parce qu'il est homogène. Comment vous expliquez ici, en Algérie, depuis le temps, pourtant il y avait, je veux dire, une politique urbanistique, d'urbanisme, comment aujourd'hui il y a eu ce laisser-aller et comment on peut y remédier? Parce que je viens de passer ce matin à côté de la résidence Sahraoui, pour citer M. Sahraoui. M. Sahraoui a fait une entité bien spécifique et à côté on a une résidence qui est étatique où les immeubles au sein même ne sont pas identiques. Donc ça veut dire que déjà au niveau institutionnel, ce n'est pas les mêmes. Par contre, quand on va vers Zeralda, où on voit la construction de la gendarmerie, qui a créé une cité homogène avec un ensemble, et d'ailleurs on reconnaît que l'investissement de l'armée, en tout cas dans l'immobilier, il est mené à bon terme. Donc aujourd'hui, comment vous pouvez nous expliquer cette diversité? On va dire, il y a des gens qui ont appelé Beyrouth en guerre. Oui. Tout simplement, il n'y a pas de politique urbaine. Il y a pas de quand on a un ministère de l'habitat et on dit de l'urbanisme, mais moi je dirais le ministère de l'urbanisme, c'est une entité qui doit travailler à part, vraiment. Et c'est l'urbanisme la base de tout. En ce moment, on fait du patchwork. On donne du R+7 à celui-là, alors qu'il est en plein quartier résidentiel, l'autre du R+2, 12. Moi, j'ai vu des tours au niveau de Hidra, j'ai rien compris. Moi, je sais tout simplement que le cahier de charge est l'élément primordial pour régler ce problème d'urbanisme. Mais les cahiers de charge, aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire. Pourtant, je dirais qu'en dehors d'Alger, la cité universitaire que je ne me trompe pas, au-dessus de Blida, de Médéa, est fantastique et est homogène. Je vous dirais dans le sud, l'architecture locale est préservée. Je reviens de Hadrar, le théâtre qui a été inauguré, il est à l'architecture locale. La cité universitaire, elle est faite aux normes locales et vraiment les étudiants disent c'est incroyable. Par contre, ici, Alger a un problème, vraiment, je dirais. Le problème d'urbanisme. Le plan d'urbanisme d'Alger a toujours existé depuis les années 70, mais jusqu'à ce jour, il y a un plan d'urbanisme qui s'est développé. On le voit par rapport aux grands axes routiers et tout, mais au sein des quartiers, il n'y est pas. Il y a absence. Quand on voit l'absence même d'un détail précis, qui est le trottoir, au niveau de Dédouche Mourane, la dimension du trottoir, quand on monte un peu plus haut, elle change. Quand on va à Tercerin, elle disparaît. C'est grave. Alors, disparaît, ça veut dire, Tercerin, c'est les années 2000. Est-ce que ce n'est pas aussi les citoyens qui ne font pas appel aux architectes? Ce n'est pas les citoyens, c'est pas le rôle, c'est le rôle de la police urbaine, de la direction d'urbanisme. Ils doivent faire très attention. C'est eux qui doivent délivrer les permis de construire, suivre les chantiers, vérifier si le trottoir a été bien respecté. C'est des choses qu'il faut faire chaque jour et ça ne se fait pas. Chaque jour, il y a des gens qui s'approprient le trottoir et la rue, des fois, sur le plan, elle est de 6 mètres, elle redevient de 4 mètres et on s'en fout. On prend, on occupe. Comment on peut expliquer qu'on est plus cher que Paris?
Ça, c'est en rapport avec l'économie. Hein. Tout va de soi, parce qu'aujourd'hui, il y a l'ouverture, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup donc, tout simplement, c'est ce boom qui a créé cette augmentation du logement. Donc, je rappellerai qu'il vaut mieux investir à Alger qu'à Paris en ce moment. En plus, on paye moins d'impôts, je crois. Oui. Alors, justement, on revient vers cette méditerranéité de la ville d'Alger, où les gens ne finissent pas leur maison pour ne pas payer les taxes. C'est les taxes, c'est aussi même, il y en a qui disent que c'est le mauvais œil. Le mauvais œil. Donc je ne sais pas vraiment pourquoi c'est comme ça. Les taxes sont si chères que cela? Oui, ils sont chers. Ils sont chers. Ils sont chers. Et souvent, c'est le papa qui ne veut pas finir. Il attend que son fils soit plus grand. Il lui a déjà fait son appartement pour qu'il le finisse. Et tant que ces enfants-là dépendent de leurs parents pour acquérir un logement, c'est aussi un problème. Tant qu'il y a tant qu'il n'y a pas un schéma d'urbanisme clair qui interdit qu'il y ait des commerces dans un quartier résidentiel et qui crée des axes précis pour le commerce, on aura toujours ça. Alors, je disais cette méditerranéité, justement, que ici, la famille veut garder en son sein ses enfants, et c'est pour ça qu'on prévoit cette... Mais aujourd'hui, est-ce que la société n'a pas évolué, n'a pas changé? Beaucoup évolué. Je m'inquiète parce que j'ai comme l'impression que j'espère qu'on ne va pas subir ce qu'a subi l'Italie, où un jour, toutes ces maisons-là, vont être vides. Parce que la dernière visite, je vais dire, des responsables, je ne me rappelle plus si c'était de l'ONU, elle avait estimé qu'il y avait plus d'appartements vides à Alger que d'habitants. Oui. On le voit. Oui. On le voit. Alors, revenons-en vis-à-vis aussi de la dame. Donc, vous êtes à la tête d'un bureau d'études. Oui. Des projets? Je dirais pas autant qu'avant. Pas autant qu'avant. Deuxièmement, vous êtes aussi, je vais dire, dans le côté médical et l'enfance par rapport à l'autisme. Oui. Oui. J'ai deux combats dans la vie. J'ai celui de mon métier, parce que j'aime beaucoup mon métier et tout, et celui de l'enfant autiste, parce que je suis touchée dans ma chair. Mon fils est autiste. Et j'ai tout fait pour faire bouger les choses dans ce domaine-là. Et en Algérie, il me semble que l'autisme est mal connu. On ne sait pas ce que c'est. On le classe comme maladie pédopsychiatrique, alors que ce n'est pas le cas du tout. Un enfant autiste, c'est un enfant normal, sauf qu'il est différent. Et il faut l'accepter, il faut l'intégrer. Et c'est un combat pour chaque jour, par rapport à la famille, par rapport aux voisins, par rapport à l'école, par rapport à la ville. L'handicap, je dirais, en Algérie, enfin, pour l'autisme, c'est pas l'Algérie spécialement, c'est dans le monde, il y a que les pays anglo-saxons qui ont compris ça et qui interviennent maintenant à l'âge précoce pour réduire le nombre d'enfants. Parce que quand on intervient avec ces enfants à l'âge précoce, on arrive à des résultats extraordinaires. Ils arrivent à s'intégrer, ils arrivent à avoir un métier. Au contraire, et encore plus, ils arrivent à donner beaucoup pour la société. Bill Gates est un autiste, Einstein c'est un autiste, il a parlé à 8 ans. Donc tous ces gens-là ont été acceptés, ils ont été compris, il y a eu tout un environnement qui a fait qu'ils ont émergé, ils ont fait des découvertes, ils ont ramené quelque chose pour ce monde-là. Et nous, ces enfants-là, ils sont à Blida dans les services de pédopsychiatrie, ou bien ils sont dans les hôpitaux de jour. Et qu'est-ce qu'on fait pour eux? C'est de la garderie, alors que non, c'est de l'éducation spécialisée, c'est du 1 pour 1. Ils sont prêts à donner beaucoup si on intervient très jeune. Et je dirais, je parle avec plus d'acharnement pour l'autisme que pour l'architecture, parce que tout simplement, ça m'a pris beaucoup ces dernières années. Et je me dis, il est temps que le gouvernement fasse quelque chose, parce que si on les laisse, ces enfants-là, on va les subir à l'âge adulte. Et ça serait dommage. Je rappellerai donc qu'en fait, l'autisme a été vraiment découvert dans le monde grâce à un film, parce que aussi le cinéma a joué son rôle. Et le rôle de l'autiste n'a pas été joué par n'importe qui. Ça a été un grand acteur américain qui a donné cette image
justement que cet attachement vis-à-vis des personnes autistes. Mais je vous dirais qu'en Belgique, c'est juste récemment qu'on est en train de se dire, je vous ai mené sur ce terrain parce qu'en fin de compte, une maison, comme un habit, il faut se sentir à l'aise. Oui. Et c'est quand on se sent à l'aise qu'on donne cette image-là. Oui. Donc dans une maison, si les personnes qui sont à l'intérieur de leur maison sont, je vais dire, par rapport aux personnes handicapées, parce qu'Alger n'est pas aussi, je vais dire, accessible à toutes les personnes handicapées, partout, à cause des trottoirs, à cause des transports en commun et autre chose, alors que nous avons une politique plus forte que celle de la Suisse, pour information, par rapport à l'investissement pour les personnes handicapées. Il faut que ça soit une loi appliquée. Il faut que les nouveaux projets donnent, il faut qu'il y ait, que dans tous les nouveaux projets, qu'il y ait l'accès de l'handicapé à l'établissement public. Ce qui n'est pas le cas. Jusqu'à ce jour, on a des escaliers, des marches de 3 mètres de différence de niveau dans un palais de justice ou bien dans une école. Comment cet handicapé va accéder à ce... Bon, là, on parle de l'handicapé moteur. Alors là, le handicapé mental, c'est... quelque chose revenons par rapport à l'autisme. Oui. Puisqu'en fin de compte, donc, il y a un centre qui vient d'être ouvert spécialement pour aider les parents, pour qu'ils retrouvent un équilibre. Vous m'avez parlé d'un centre aussi, peut-être une perspective par rapport à cela. Quelle vision vous verriez et quel échange aussi vis-à-vis de niveau international? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tous les Européens veulent participer dans des programmes, et surtout par rapport à l'enfance. On salue l'UNICEF, qui agit beaucoup en Algérie, mais qui nous demande que cette action ne soit pas dirigée vers certains enfants, mais vers tous les enfants algériens. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un centre ou une idée? Moi, j'ai déjà, il y a quelques années, pensé à ça et j'ai ramené un plan d'une école c'est une école, c'est pas un centre, pour enfants autistes. J'aime pas utiliser le mot centre, c'est un mot qu'on a ramené des Français. Les Français, excusez-moi, dans le domaine de l'autisme, ils sont très en retard et c'est maintenant qu'ils commencent un petit peu à réfléchir à ça. Donc, c'est vraiment une école bien structurée, où les couleurs sont bien étudiées, où les textures sont bien réfléchies, où le jeune autiste, qu'il soit enfant de bas âge préscolaire jusqu'à l'âge adulte, se retrouve dans son environnement. Il y a une salle sensorielle, il y a des classes assez dimensionnées pour qu'il y ait un travail de groupe, un travail individuel et un travail d'autonomie. Il y a des réfectoires, un petit coin pour manger. Il y a aussi une salle de sport et c'est la classe des tout petits, le groupe des moyens, des secondaires et le groupe des plus grands. Donc ça demande une surface assez grande avec plusieurs espaces de jeu à l'extérieur et c'est vraiment très très structuré dans le détail et dans l'environnement. Il faut que ce soit un environnement calme. Je ne verrai pas ça dans un environnement urbain. Donc, si on s'investit pour déjà à la base construire ce genre une école pilote, essayer de la reproduire dans toutes les wilayas, mais s'investir dans la qualité de l'espace pour créer un environnement calme, avec des couleurs claires, avec des espaces bien définis, avec des textures bien réfléchies, avec des portes sécurisées et avoir le staff adéquat, formé. Il faut que l'université marche avec, il faut que le ministère de la Solidarité marche avec, il faut que le ministère de l'Enseignement marche avec, parce qu'il faut former ces gens-là qui vont travailler avec ces enfants. Et la formation, c'est une formation spécialisée. Il faut que le ministère de la Santé travaille avec, parce qu'il faut que ces enfants-là aient une carte spéciale pour accéder aux soins gratuitement et qu'on ne les rejette pas quand ils partent aux hôpitaux, ou bien chez le dentiste, ou bien... C'est tout ça qu'il faut faire marcher ensemble pour avoir préparé ces enfants à l'âge adulte à une vie normale. En tout cas, nous pouvons dire que, et puis aussi rassurer, aujourd'hui, les nouveaux ministres sont très à l'écoute de la jeunesse. Oui. Et on sait très bien que la jeunesse représente plus de 70% de la population algérienne. Oui. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, parce qu'avant on cachait les personnes handicapées, il faut dire la réalité. Oui. On avait peur que ça soit aussi mal interprété. Il faut savoir que dans certains pays africains,
on les jette parce qu'on se dit que c'est pas le mauvais œil, c'est une volonté divine qui a fait. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit le développement de personnes handicapées dans le monde, eh bien, on se rend compte que ce sont des personnes agréables à vivre, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus sensibles. Et par rapport à l'autisme, justement, je reviens sur l'autisme, ce sont des génies aussi. Et qui dit génie, dit aussi possibilité de développement par rapport. Donc là-dessus, je reviens sur l'aspect d'Alger, parce qu'Alger est invivable, déjà pour les personnes normales, à cause de la circulation, l'embouteillage et tout. Depuis Boumedienne, il y avait une ville, donc c'était Boukzoun, je crois à l'époque, où on avait parlé de ces nouvelles villes en extérieur, parce que l'Algérie, c'est vaste, mais la plus grande majorité de la population vit au bord de la mer, et donc on a vu ces dessins où on montrait une surpopulation au nord, et puis un désert. Pas un désert dans le désert, mais un désert dans les plaines, dans des régions où on peut y vivre. Par rapport aux nouvelles villes et à la politique de développement des nouvelles villes, donc il y a eu Sidi Abdallah, il y a Boukzoun, il y a maintenant une ville à côté de Blida aussi, il y a tous ces projets-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'en Algérie, on est sensible à la délocalisation? Je ne sais pas. Parce que tout simplement, moi, je fais partie des bureaux qui ont fait des bureaux d'études algériens, qui ont fait un projet d'une ville nouvelle au sud. C'était à Ardaya, la ville nouvelle de Metlili. Et puis, on était très ambitieux pour créer une ville cité-jardin avec une coulée verte, avec un boulevard bien développé. Il y avait une ambition, il y avait un mouvement à l'époque pour faire quelque chose et tout. Mais quand je vois aujourd'hui ce que c'est devenu, je me pose la question, pourquoi ce projet-là s'est arrêté? Pourquoi il n'y a pas eu de suite? Pourquoi c'est l'autre terrain on a développé des cahiers de charges bien précis où les lots de terrain devaient être grands? Parce que à la base, c'était une cité-jardin, donc il faut que le parcellaire soit suffisamment grand pour pousser ces gens-là à faire de l'agriculture, même chez eux, à créer cet espace vert, ce poumon vert dans cette ville. Eh bien, ces lots ont diminué, ils sont devenus de 300 mètres carrés, des fois même 250, comme ici à Alger. Et le cahier de charge a changé, et l'image de cette ville prend une autre vision qu'on ne comprend pas. En tous les cas, donc, on espère que par rapport à ça, les autorités auront suivi cette émission et donc nous aideront aussi à communiquer, à essayer de développer. Nous avons aujourd'hui donc pris attache avec, je vais dire, l'association des architectes, avec des entrepreneurs qui aujourd'hui nous font appel, car avec la nouvelle loi, donc il faut que 80% du projet soit avancé pour que les ventes puissent être acceptées. D'ailleurs, on se rappelle qu'à l'époque, M. Sahraoui ça avait duré très longtemps. Aujourd'hui, est-ce qu'avec les banques, vous trouvez une réponse? Oui, quand le projet, Non, les banques, ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute vraiment. Quand il y a un projet intéressant, quand la personne est crédible, les banques sont à l'écoute. Alors, les terrains maintenant, par rapport aux terrains, parce qu'il y a des terrains en calpiref, donc ça veut dire qu'ils sont mis en concession. Et est-ce qu'il y a des terrains en vente pour la plaine immobilier? Oui, il y a des terrains chez le privé. Il faut juste avoir ce génie d'architecte pour savoir où investir, comment investir, quoi faire aussi. Alors, on a entendu parler des sociétés étrangères, notamment Emirati. À l'époque, c'était Emma qui s'était installée ici. Pourquoi elles n'ont pas réussi? Parce qu'à Dubaï, c'est pas la même chose qu'Alger. Alger, c'est une ville qui a toujours existé, qui est là. Les terrains, la majorité des terrains, c'est des terrains privés. Eux, ils veulent venir et carrément investir. Ils veulent avoir toutes les facilités. Non. Il faut être pionnier. Vous voulez travailler ici, soyez pionnier comme vous l'avez été chez vous. On a un sud, le sud, vous pouvez investir là-bas. Alors, on salue aussi M. Rahim, qui a aussi développé la Médina, on va dire. Ça, c'est un grand pionnier pour l'Algérie. Tout à fait. Et puis, qu'on salue, puisque nous sommes aussi membres de l'UNI, donc l'Union nationale des investisseurs. Et par rapport à cela, aujourd'hui, on voit ce projet, et d'ailleurs, c'est devenu une référence sur la baie d'Alger. Donc, la baie d'Alger est en train de se développer. Mais aujourd'hui, que ce soit le centre commercial, que ce soit le business center ou l'hôtel, c'est vraiment un méga projet. Oui, ça l'est. Ça l'est. C'est comme ça que ça se développe.
les méga-projets. C'est une réflexion, c'est une idée, ça démarre par quelque chose et tout doucement, ça prend naissance et il y a tout un développement qui va avec. En tout cas, voilà, ça va très très vite. Merci d'avoir accepté d'être notre invité spécial. Merci. Donc, on a pu développer le thème de cette ambassadrice, je vais dire, de l'Algérie par rapport à la construction, à l'urbanisme au niveau international, mais aussi par rapport à une maladie qui nous touche et qui touche tous les enfants aussi autistes en Algérie, qui ne demandent qu'une chose. Rain Man a fait prendre conscience au monde entier de ce qu'était l'autisme, grâce à Tom Cruise et Robert De Niro. Non, Robert De Niro si je me trompe. Et aujourd'hui, nous sommes très sensibles à l'enfance algérienne et les enfants handicapés, les enfants autistes et les enfants aussi, je vous dirais, normaux, ne trouvent pas d'air de jeu dans les cités, ne trouvent pas, je vais dire, de clubs avec les normes internationales pour pouvoir s'entraîner, car on a aussi des jeunes sportifs qui vont dans des salles qui ne sont pas adéquates. Comme on disait un ami, ce sont des hangars. Alors que par rapport aux architectes, on sait très bien qu'un enfant, quand il se retrouve dans un contexte et un cadre agréable, eh bien, il se laisse aller et il est épanoui. En tout cas, voilà, merci. Un dernier mot? Merci de m'avoir invité. Merci à la nouvelle génération. Oh, vous savez, nous sommes déjà des dinosaures. Moi, je suis déjà père de 4 enfants. Donc, à mon avis, la nouvelle génération va nous dépasser parce que c'est l'ère Facebook, c'est l'ère Internet. Ouais. Mais ils comptent sur nous. Ouais. Parce que pour passer le flambeau, sans vous, sans nous, eh bien, à mon avis, demain, ils n'auront pas ce bon vivre en Algérie. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous propose donc la semaine prochaine un nouvel invité. Invité spécial, ce sont les ambassadeurs de l'Algérie, en Algérie et pour l'Algérie. Au revoir.